Ça, c'est Bagdad. Je vous avais parlé de la voie de chemin de fer Berlin-Bagdad. Ça, c'est Bagdad, du temps de Charlemagne, ou du temps d'Isnogoud, ça dépend de vos références. Et c'était la Silicon Valley de l'époque. C'est là-bas qu'on fabriquait les meilleurs instruments de navigation céleste au monde. Et quand vous étiez caravanier sur la route de la soie, avoir un bon astrolabe, ça pouvait vous faire gagner 2 semaines sur votre trajet, donc ça se voyait en bas de bilan. C'était les computers de l'époque. Et il fallait les mettre à jour, figurez-vous. Il fallait aller à Bagdad pour faire mettre à jour son astrolabe avec les dernières observations célestes. Donc il y avait le logiciel et le matériel, exactement comme maintenant. C'est de là que vient le mot algorithme. C'était la latinisation d'un mathématicien arabe de l'époque qui s'appelait Al-Khwarizmi et qui a été latinisé en algorithmie. C'est de là que vient le mot algèbre, al-jabar. Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est aussi de là que vient le mot alcool et le mot alambic. Si. Ouais, les savoirs se sont perdus après. À mon grand regret, vous vous en doutez bien. Donc, c'était la capitale mondiale des mathématiques. Et c'était une ville totalement cosmopolite. Vous aviez toutes les religions, vous avez le commanditaire était un prince musulman, mais le premier architecte était juif, le deuxième architecte était zoroastrien, le financier était chrétien et le maître d'œuvre était bouddhiste. Putain, c'était une autre époque. Et ce qu'on peut retenir de ça, c'est que ça, c'est Bagdad avant le pétrole. Et que Bagdad avant le pétrole était beaucoup plus riche, puissante et influente que Bagdad après. Beaucoup plus. Là, vous avez Bagdad qui ne creuse pas le sol. Pétrole, il s'en foutait complètement. Là, Bagdad ne creuse pas le sol. Bagdad creuse le ciel. Ils se sont installés en plein désert, parce qu'en plein désert, on voit très bien les étoiles. Donc, si vous voulez être la capitale mondiale de l'astronomie, c'est là qu'il faut être. The place to be. Quand on creuse le sol, au bout d'un moment, on touche le fond. Mais quand on creuse le ciel, à quel moment on touche le fond? Alors, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Vous pouvez croire la Corée du Sud. Les Coréens exportent plus chaque année que les Russes. Quand j'ai commencé ces confs, ils exportaient 20% de plus. Aujourd'hui, ils exportent 100% de plus que les Russes chaque année. Alors qu'ils ont 3 fois moins d'habitants et 171 fois moins de territoire. Les Russes, ils ont tout en matière première. Pétrole, gaz naturel, bois, aluminium, strontium, uranium, bauxite. Bauxite, c'est de l'aluminium, diamant, mannequin, tout ce qu'il faut, quoi. Et malgré ça, ils exportent 100% de moins que les Coréens, 50%, pardon, les Coréens 100% de plus. Les Coréens, qu'est-ce qu'ils nous vendent? Des disques durs, des écrans, des systèmes de guidage satellite, des choses basées sur la connaissance. Le plus gros porte-conteneur au monde, il a été fabriqué en Corée. Il est armé par CGA, CGM à Marseille, là, je ne sais plus comment on dit, il s'appelle le Jules Verne, mais il a été fabriqué en Corée. Et là, vous voyez Ubo Einstein, la mascotte du parc d'attractions sur la robotique à Séoul. Donc, les Coréens, ils ont eu un ministère de l'économie de la connaissance. C'est pas un hasard, parce que chez eux, il n'y avait rien d'autre à faire. Et maintenant, ça s'appelle le ministère de l'économie tout court. De toute façon, il n'y a pas de matière première en Corée. Eh bien, ils ont décidé d'aller taper dans le puits de matière première qui est accessible à tout le monde pour peu qu'on creuse. Et il s'appelle la connaissance. Et il rapporte beaucoup plus. Et vous, la révolution industrielle, elle nous a laissé avec 2 énormes mensonges qu'on continue à entretenir par ignorance. Et ces 2 mensonges, c'est produire ou s'épanouir, il faut choisir. Premier mensonge. Produire ou s'épanouir, il faut choisir. Ou bien t'es productif, mais tu seras dépressif. Ou bien t'es épanoui, mais t'es un glandeur. Voilà, tu es un traître au redressement national. Bon. En Asie, on le sent. En Asie, on le sent vraiment. C'est-à-dire que si t'es en train de t'épanouir, c'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est que tu trahis l'économie de la ville. Parce que quand vous aimez un domaine, votre capacité à maintenir une attention élevée dessus augmente. Si vous avez 5 heures pour apprendre un dossier et que pour une raison ou une autre, vous êtes amoureux de ce dossier, eh bien vous aurez 5 hâtes. Votre attention sera maximale. Le clampin à côté qui a aucune envie de se plonger dans le dossier, il aura peut-être 0,5 hâtes. Parce que son attention sera minimale, même sur 5 heures. Donc votre capacité à télécharger de la connaissance augmente quand vous aimez ça. Et ça, je veux dire, c'est quelque chose qui était connu depuis l'Antiquité. C'est connu depuis l'Antiquité que les jeux sont des aspirateurs à hâte. Les Grecs, quand ils voulaient avoir la paix, ils faisaient les Jeux Olympiques. Toutes les cités regardaient et on avait la paix. Les Romains, quand ils voulaient avoir la paix dans la cité, ils faisaient les Jeux du cirque. Tout le monde regardait et on avait la paix. Et encore aujourd'hui, quand TF1 veut vendre un encart publicitaire, on est bien d'accord qu'ils mettent pas un cours au Collège de France. Ils mettent des jeux. Soit des jeux télévisés, soit du foot, qui est un jeu. Et on est d'accord qu'une finale de Coupe du Monde de foot va capter beaucoup plus d'attention et de temps en une fois que tout le monde universitaire en 10 ans.
Et c'est pour ça que Neymar est beaucoup mieux payé que moi. Rigolez pas, c'est pas censé être drôle. Même d'un point de vue architectural, si on était un extraterrestre qui étudiait la planète Terre, on serait obligé d'admettre qu'aujourd'hui, ça fait totalement sens de construire des stades de 80 000 personnes, mais que vous ne verrez jamais quelqu'un construire un amphi de 80 000 personnes. Ouais, ça vous fait rire, ça ne devrait pas. Vous voyez bien que les jeux, intrinsèquement, sont redoutables pour capter l'attention et le temps. Et il faut s'en servir de ça. Parce que oui, les jeux vidéo aussi. Alors, ces bébés tigres, ils sont là pour illustrer un principe assez simple qui est que jouer, c'est la meilleure façon d'apprendre. Point. Pourquoi ? Ces bébés tigres-là, s'ils jouent pas, ils vont crever. Ils ne sauront pas chasser, ils ne sauront pas défendre leur territoire, ils ne sauront pas se reproduire, ils vont mourir. La nature, elle ne fait pas de cadeaux. Hein. La nature, elle est un poil plus sélective que le concours d'entrée à Polytechnique. Hein. C'est pas si vous avez échoué, vous revenez l'année prochaine. Non, c'est vous êtes mort. Donc, dans la nature, qui est beaucoup plus sélective que nos grandes écoles, plus un comportement est précis, par exemple pour un chimpanzé utiliser un bâton pour aller chercher des fourmis dans une fourmilière, ou bien utiliser des cailloux pour briser une noix, plus un comportement est pointu, plus le jeu va être sollicité pour l'apprendre. Pourquoi ? Parce que le jeu c'est spontané, et parce que le jeu a un retour sur expérience immédiat. Alors, voyons, au passage, tous les mammifères jouent pour apprendre, tous. Et plus un animal est intelligent dans la nature, plus il joue. On me dirait, une corrélation, c'est pas forcément un lien de cause à effet, mais on a démontré un lien de cause à effet. Les dauphins jouent, les corbeaux jouent, les perroquets jouent, les poulpes jouent. Et bien sûr, les tigres ou même les gazelles jouent. Ce matin non plus. Lui, un jour, il a eu le déclic, il s'est dit, je veux tailler des pierres, il n'y a rien qui m'excite plus que ça. Et ses parents lui ont dit, mais t'es dingue, je veux dire, t'as que ton sari, faut arrêter avec cette ambition-là, ça te mènera nulle part. Pendant plus de 20 ans, il va être obsédé par ça, il va aller à Hong Kong, faire des petits boulots, habiter dans une chambre de bonne, acheter des pierres, se faire arnaquer. Je vous passe les péripéties, tribulations de Wallace Chan en Chine, et il va avoir les plus grandes difficultés du monde à percer, mais quand il va percer, ça va vous donner ça. Le mec, il refuse des ventes à 210 millions de dollars. Il a fait un collier, c'est même pas celui-là, c'est un truc encore plus dingue que celui-là. 210 millions de dollars. Là, vous voyez, c'est pierre sur pierre, c'est-à-dire que les grosses pierres sont tenues entre elles par les plus petites. C'est pas du métal qui les tient, ce sont d'autres pierres. C'est genre la technique tenon-mortaise, quoi. C'est de la folie. Là, vous voyez une amétrine avec une petite sculpture à l'intérieur. Et là, une technique de taille qu'il a brevetée qui s'appelle la Wallace Chan, où il vous fait un petit portrait à l'intérieur d'une pierre. Donc, Wallace Chan, pour moi, c'est l'exemple parfait du cerveau humain dopé à l'amour,